Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bonsoir, Vincent Gann pour vous retrouver donc en salle de trading pour un webinaire dédié à l'analyse technique et puis plus particulièrement un indicateur que vous pouvez justement télécharger sur la plateforme MarketScope qui est donc l'outil graphique de la plateforme Trading Station TS2 de FXM. Alors l'indicateur technique ratio, très utile, à ne pas confondre avec l'indicateur RSI. Alors c'est un indicateur de force relative. Concrètement, voici comment nous allons procéder ce soir en 3 étapes. Première étape, je vais vous montrer comment l'installer sur la plateforme. Ce sera rapide, sachant que vous avez un mode d'emploi sur notre forum. Seconde étape, une présentation théorique qui va vous expliquer ce qui se cache derrière une courbe de force relative, sachant que ce qui importe, c'est la direction de la courbe d'une force relative. Un ratio, c'est une fraction, mais vous allez voir qu'on peut pratiquer l'analyse chartiste et puis envisager de se positionner si on veut acheter sur un actif qui surperforme et si on cherche plutôt une stratégie de vente sur un actif qui sous-performe. Et enfin, troisième partie de ce séminaire en ligne, des cas pratiques en direct sur la plateforme TS2 de FXM que vous avez sous les yeux. On étudiera notamment les indices européens mais aussi les pétroles, bref, quelques illustrations en temps réel sur justement ces courbes de force relative. Bonsoir à toutes et à tous, donc le son fonctionne normalement, vous avez pu prendre connaissance de l'avertissement légal. Première étape avant de démarrer la présentation, une section de notre forum, je vous invite à en devenir membre si ce n'est pas le cas, qui avait été rédigé à l'époque par mon collègue Adrien Raymond, qui revient sur deux choses. D'une part, comment installer cet indicateur, c'est extrêmement simple. Il vous suffit ici de cliquer sur le lien et ensuite vous enregistrez le document dans vos fichiers. Et lorsque vous êtes sur la plateforme de trading, vous allez dans l'onglet indicateur et vous importez, en allant chercher le dossier sur votre PC, cet indicateur. Donc c'est extrêmement simple, tout est expliqué ici. Première étape, donc je vous ai donné le lien ici dans la file commentaire sur la façon donc d'installer cet indicateur. Donc ça, c'est pas bien compliqué. Maintenant, commençons par la présentation et puis justement, essayons de comprendre ce qu'il se cache derrière cet indicateur, car je pense que c'est un nécessaire. Lorsque vous utilisez un indicateur technique, qu'il s'agisse de l'indicateur de MACD, de l'indicateur de stochastique ou encore de l'indicateur RSI, vous devez déjà savoir à quoi il correspond, comment il se calcule, mais même au-delà de connaître la formule mathématique, de comprendre concrètement voilà, qu'est-ce qu'il représente, puisque tous ces indicateurs ne sont que des dérivés des prix, et lorsque vous comprenez exactement ce qui se cache derrière un indicateur, eh bien vous serez plus à même de l'interpréter correctement. Alors, bienvenue, seconde partie, pardonnez-moi, présentation théorique, qu'est-ce que l'indicateur ratio? Alors tout d'abord, comment se construit l'indicateur ratio? Au fond, je pense que le mot indicateur n'est peut-être pas vraiment adapté. Ce n'est pas réellement un indicateur, même s'il est quand même dérivé du prix de deux actifs financiers. En réalité, un ratio, c'est un quotient, c'est une fraction. Le principe, c'est quoi? C'est qu'à la base, cela se compose d'un numérateur et d'un dénominateur. Alors, c'est ce que tente de vous expliquer le slide que vous avez sous les yeux. Un ratio, c'est par exemple le CAC 40 sur le DAX 30. Un ratio, cela peut être aussi l'or sur l'argent. Un ratio, cela peut être le cuivre sur l'once d'or, ou encore l'action totale sur le CAC 40. Donc en clair, un numérateur sur un dénominateur. Concrètement, voilà ce que c'est un ratio. C'est pas bien compliqué. À partir du moment où vous avez une plateforme de trading, une plateforme graphique, vous avez la possibilité de représenter ces ratios sous la forme d'une courbe. Et vous savez toutes et tous que on peut appliquer sur certaines courbes de marché l'analyse chartiste. Donc le principe, c'est d'une part de comprendre comment cela se construit, c'est tout simplement donc un quotient, une fraction. Voilà, ça c'est une première chose. Maintenant voyons concrètement qu'est-ce que cela représente ensuite et surtout comment cela s'interprète. Alors, pour résumer, et c'est un préalable à la construction d'un ratio, j'utilise souvent cette expression, on ne peut pas comparer les choux et les carottes. En clair, lorsque vous allez construire un ratio, donc un ratio entre deux actifs, un numérateur sur un dénominateur, deux actifs financiers, ils doivent avoir certaines caractéristiques communes. La première chose, c'est d'être exprimé dans la même monnaie. En clair, vous ne pouvez pas par exemple faire un ratio CAC 40 sur Dow Jones ou CAC 40 sur S&P 500. Ça n'aurait pas de sens puisque ces deux actifs sont libellés dans une devise différente. Ça, c'est donc un préalable, pouvoir comparer des actifs qui sont similaires, en tout cas dans la devise dans laquelle ils vont être représentés, être exprimés dans la même monnaie.
D'autre part, ces deux actifs financiers doivent délivrer des cotations de manière identique. Car en effet, une courbe de force relative, c'est calculé en temps réel, cela peut être calculé en temps réel, mais si un actif propose une cotation une fois par jour et un autre actif plusieurs fois dans la journée, il faut savoir exactement à partir de quand vous allez pouvoir utiliser cette courbe de force relative. Si les deux actifs en question produisent des cotations en temps réel, vous pouvez tout à fait étudier la courbe de force relative en temps réel. Mais si au contraire un des deux actifs ne produit une cotation qu'une fois par jour ou qu'une fois par semaine, eh bien là vous ne pourrez pas étudier cette courbe de force relative en temps réel. En clair, pour résumer, un ratio c'est une fraction entre deux actifs financiers et l'indicateur en question qui est disponible sur la plateforme de trading vous permet en fait de construire automatiquement ces ratios. Je vais vous montrer comment cela marche, mais vous allez pouvoir automatiquement construire un ratio, je sais pas moi, CAC 40 sur DAX 30, mettons l'once d'or sur l'argent. Voilà, mais alors il va falloir maintenant comprendre à quoi ça sert, hein, au fond. Deuxième chose, le filtre, être exprimé dans la même monnaie et délivrer des cotations sur une même périodicité. Car on ne peut pas comparer, en effet, les choux et les carottes. Alors, voilà sous vos yeux, donc de manière visuelle, comment se représente un ratio entre deux actifs. C'est une courbe. Pourquoi s'agit-il d'une courbe? Parce que lorsque vous prenez par exemple l'indice CAC 40, vous pouvez le représenter de manière continue sous la forme d'une courbe ici de cours de clôture. Vous pouvez aussi représenter le DAX sous la forme d'une courbe en cours de clôture. Alors lorsque vous allez construire le ratio CAC 40 sur DAX 30, lui aussi, ce ratio va être représenté sous la forme d'une courbe. Et puis cette courbe, elle a une vie, puisque le CAC 40, lui, propose une cotation de manière régulière, le DAX aussi, et donc la fraction, le quotient CAC sur DAX va aussi pouvoir être représenté sous la forme d'une courbe dynamique. Première chose que vous devez retenir, ce qui importe, ce n'est pas la valeur absolue du ratio. Peu importe, oubliez l'axe désordonné. L'axe désordonné ne sert strictement à rien. Oubliez-le. Sur une courbe de force relative, ce qui importe, c'est sa direction, la pente. En clair, vous devez étudier la tendance que suit une courbe de force relative. S'agit-il d'une tendance haussière? S'agit-il d'un marché plat? Ou s'agit-il d'une tendance baissière? C'est ça qui importe. La tendance d'une fraction mathématique entre deux actifs. Alors, vous avez maintenant compris comment se construit un ratio, à quoi ça correspond, quels sont les filtres, le filtre de la monnaie, le filtre de la périodicité de délivrance des cotations, et enfin, troisième chose à savoir, ce qui importe, c'est l'étude de la tendance d'une courbe de force relative. Mais maintenant, que signifie la tendance d'une courbe de force relative? Et là, on en vient justement au vif du sujet. Donc ça, c'est très important. Nous rentrons ici dans un concept qui est très présent sur les marchés financiers, le concept d'arbitrage, le concept de sur- ou sous-performance. Sur les marchés financiers, il y a plusieurs classes d'actifs. Au sein des classes d'actifs, il y a plusieurs sous-classes d'actifs. Et au sein des sous-classes d'actifs, il y a beaucoup d'actifs financiers. Les investisseurs cherchent à se positionner sur ce qui rapportera le plus de performance. Alors, s'ils sont acheteurs, ils vont chercher à se positionner sur l'actif dont l'espérance de profitabilité sera la plus importante à la hausse. Et s'ils sont vendeurs, ils vont chercher à se positionner sur des actifs qui ont le plus de chances de baisser. En tout cas, qui vont baisser davantage que les autres. Et quand bien même ils n'auraient pas d'orientation directionnelle, ils peuvent tout à fait avoir des stratégies dites long-short, tout simplement chercher à se positionner sur le différentiel de performance entre deux actifs. Alors un actif peut monter plus vite que l'autre, un actif peut monter, un autre être stable, un actif peut monter et l'autre baisser. C'est dans ce cas de figure qu'on aura un différentiel marqué. C'est là justement où vont servir l'étude des ratios et donc l'étude des courbes de force relative. Car si vous devez remplacer ratio par un autre terme, c'est tout simplement une courbe de force relative, une courbe qui compare la performance relative entre un actif au numérateur et un actif au dénominateur. Ça n'a donc strictement rien à voir avec l'indicateur de force relative, le RSI, qui est lui un indicateur de momentum. Vous ne devez donc pas confondre le ratio et le RSI. En fait, ça n'a rien à voir. Alors, la courbe de force relative, ou ratio, permet de mesurer les cycles de sous- ou surperformance. Rappelez-vous une fraction, au numérateur un actif A et au dénominateur un actif B. A sur B, CAC 40 sur DAX, A sur B, once d'or sur argent. Une courbe haussière signifie que l'actif A a un meilleur comportement relatif que l'actif B. Une courbe baissière
signifie que l'actif B a un meilleur comportement relatif que l'actif A, ou autrement exprimé, que l'actif A a un moins bon comportement relatif que l'actif B. Et globalement, lorsqu'on est acheteur sur un marché, on cherche à se positionner sur celui qui aura le meilleur comportement relatif. Un exemple, vous avez une anticipation haussière sur le prix des métaux précieux. Mais vous cherchez à maximiser votre performance sur les marchés financiers. Alors certes, l'once d'or peut gagner 15%, mais si l'argent gagne 25%, qu'est-ce qui vous permettait de savoir que l'argent allait battre l'once d'or? Eh bien, ce n'est pas forcément automatique, mais l'étude du ratio argent sur or peut permettre de savoir sur quel actif se positionner. Autre exemple, sur le marché action. Vous avez lu ici que le secteur automobile allait être le meilleur secteur sur le marché action. Mais le secteur automobile, c'est vaste. À la Bourse de Paris, Renault, Peugeot, Valeo, Michelin. Quelle est l'action à sélectionner? Eh bien, à ce moment-là, il va falloir étudier les ratios entre Renault sur le secteur automobile, Michelin sur le secteur automobile, Valeo sur le secteur automobile. Et il faudra vous positionner à l'achat sur la courbe de force relative dont la pente haussière sera la plus marquée. En clair, vous êtes ici au cœur de l'identification des phases de sur- ou sous-performance. Alors voici un tableau synthétique qui propose les différents cas possibles. Et enfin, dans un troisième temps, je vous montrerai des cas pratiques directement sur la plateforme. Et ensuite, donc, je vais répondre à vos questions. Alors ce tableau étudie les différentes possibilités en partant du principe qu'un ratio représente donc un actif A sur un actif B. Soyez donc attentifs. Une courbe haussière représente un cas de surperformance. Que signifie la surperformance? Soit l'actif A progresse plus vite que l'actif B, soit l'actif A recule moins vite que l'actif B, soit l'actif A progresse et l'actif B recule. Alors là, ce sont vraiment les cas les plus forts de surperformance. Dans les cas où la courbe de force relative A sur B est haussière, il faut chercher à se positionner long sur l'actif A et se positionner short sur l'actif B. Maintenant, un cas de sous-performance dans le cadre d'une courbe de force relative, c'est lorsque la tendance de la courbe de force relative sera baissière. Trois cas de figure se cachent derrière une courbe baissière. Soit l'actif A progresse moins vite que l'actif B, soit l'actif A chute plus rapidement que l'actif B, mais dans tous les cas, les deux marchés baissent. Et le cas le plus fort de sous-performance, l'actif A baisse, mais l'actif B, lui, progresse. Dans ce cas de figure, il sera recommandé une stratégie positive sur l'actif B et une stratégie vendeuse sur l'actif A, celui donc qui se situe au numérateur. Alors, bon, ça peut paraître un peu redondant et un peu trop théorique, mais concrètement, c'est ce tableau synthétique que vous devez retenir et connaître par cœur lorsque vous étudiez des courbes de force relative. Rappelez-vous, la direction de la courbe de force relative importe. Alors maintenant, il y a une chose qu'on peut pratiquer. Pour certains, c'est considéré comme un peu abusif, mais on peut partir du principe qu'étant donné qu'il s'agit d'une courbe de marché et que l'analyse chartiste se pratique sur les courbes de prix, eh bien pourquoi pas pratiquer l'analyse chartiste sur les courbes de force relative. Et là, j'en viens donc à la dernière partie de cette présentation, et finalement donc à quelque chose qui peut nous intéresser. Alors vous avez sous les yeux des exemples justement de stratégie long-short. Alors c'est une façon de se hedger, ou en tout cas c'est une façon de jouer le différentiel de performance. Tous les marchés sont concernés, le marché des actions forcément, puisqu'on peut imaginer des stratégies long-short, je ne sais pas moi, Renault sur Peugeot, CAC 40 sur DAX, Renault sur le secteur automobile. Au sein du compartiment des matières premières, l'or sur l'argent, au sein du pétrole, le WTI sur le Brent, et quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous. Réfléchissez, qu'est-ce qu'une paire de devises finalement? Qu'est-ce que l'euro-dollar? Qu'est-ce que l'USD-CAD? Qu'est-ce que l'USD-yen? Et les paires de devises sont des courbes de force relative. Vous pratiquez l'analyse technique sur les paires de devises, vous pratiquez donc l'analyse technique sur les forces relatives, vous pouvez donc pratiquer l'analyse technique sur les ratios, et notamment sur le CAC 40, DAX 30. Vous vous intéressez essentiellement au marché des changes, en réalité vous ne faites qu'investir sur des courbes de force relative, et donc sur des ratios, car l'euro-dollar c'est un ratio. Alors vous avez ici quelques exemples, ce sont des captures d'écran, ce sont des exemples passés, mais après je vous propose quand même de passer directement sur le marché et d'étudier des cas en temps réel et peut-être des cas qui sont plus proches de nous. Mais ce que je voulais vous proposer ici, c'est tout simplement, et on va zoomer, oh là, attendez, on va zoomer, c'est voilà, l'analyse technique qui a pu être réalisée l'année dernière
sur le ratio DAX-CAC. Alors attention, là où c'est un peu trompeur, c'est que tout à l'heure j'expliquais qu'il faut pouvoir... il ne faut pas comparer les choux et les carottes. Il faut comparer les choux avec les choux, les carottes avec les carottes. Le problème du CAC 40 standard, c'est qu'il n'est pas modélisé de la même façon que le DAX. Et en effet, c'est trompeur de dire que le DAX évolue sur ses sommets historiques et que le CAC non. En réalité, c'est faux. Vous le savez, depuis la mi-janvier, le CAC 40 évolue sur ses sommets historiques. Mais quand bien même, nous chercherions à comparer le DAX et le CAC, premier point commun, ils sont tous les deux exprimés en euros. Donc ça, le premier filtre est respecté. Deuxième filtre, le CAC et le DAX produisent des cotations en temps réel, tous les jours, de manière régulière. Ils délivrent des cotations de manière régulière. De la même façon, le deuxième filtre est respecté. Sont-ils calculés de la même façon? C'est là où finalement, c'est un peu délicat d'étudier un ratio DAX sur CAC 40. Il faudrait davantage étudier un ratio DAX sur CAC 40 Total Gross Return, puisque là, en effet, eh bien, la modélisation sera exactement la même. Donc j'ajouterai finalement ce troisième filtre. Lorsque vous étudiez un ratio entre deux actifs, soyez certain que les deux actifs soient calculés de la même façon. L'action Renault et l'action Peugeot sont calculées de la même façon. Mais il est vrai que le DAX et le CAC ne sont pas calculés de la même façon. En tout cas, ce graphique vous montre que on peut pratiquer l'analyse chartiste et notamment les figures chartistes traditionnelles sur les courbes de force relative. Alors là, vous avez un certain nombre d'exemples qui remontent à l'année dernière et qui avaient plutôt bien fonctionné, qui vous montrent que lorsqu'on a des cassures chartistes justement sur ces courbes de force relative, on a généralement le démarrage de puissantes phases de tendance. Alors, on peut continuer sur ces exemples. Ici, vous avez un ratio qui est très connu, qui est en ce cas assez utilisé, qui est le ratio once d'or sur cuivre. Alors, qu'est-ce que ça représente, le ratio once d'or sur cuivre? Ça représente la force relative entre, d'une part, le compartiment des métaux précieux, d'autre part, le compartiment des métaux industriels. Et il s'avère que l'année dernière, il y avait eu un certain nombre de cassures favorables à l'once d'or et défavorables aux métaux industriels. Et ça s'était notamment focalisé sur le premier trimestre de l'année 2014. Ne tenez pas compte des signaux qui sont donnés sur ces captures d'écran. Ce que je veux juste vous montrer à travers ces exemples, puisqu'on va basculer sur le temps réel, c'est que le chartisme se pratique sur des courbes de force relative. Tout comme vous pratiquez le chartisme sur les paires de devises. Alors voilà, là vous avez un certain nombre d'exemples qui avaient plutôt bien fonctionné, ici notamment le ratio Bund-DAX, etc., etc. Ou encore ici le ratio WTI, Brent, etc., etc. Alors, maintenant ce que je vous propose, c'est de passer directement sur la plateforme de trading et d'envisager d'une part de savoir comment ça s'utilise et puis comment on peut concrètement l'utiliser. Alors, première étape, vous êtes sur la plateforme MarketScope. Vous avez tout à l'heure suivi les instructions que je vous ai donné, vous avez cliqué sur le lien que je vous ai posté à 17h59 et vous avez enregistré sur la plateforme l'indicateur ratio qui est au format LUA. Comment l'installer sur la plateforme? Vous allez ici cliquer sur le bouton indicateur. Vous connaissez la plateforme MarketScope, l'outil graphique MarketScope de la plateforme de trading TS2 de FXECM. Vous allez cliquer sur Import, importer. Lorsque vous cliquez sur Importer, ça vous ouvre une petite fenêtre qui vous permet d'explorer votre PC. Là, vous allez chercher l'endroit sur votre PC où vous avez enregistré l'indicateur ratio. Je vous ai donné le lien dans la file commentaire pour enregistrer l'indicateur ratio. Vous l'avez donc enregistré là où bon vous semble, dans vos documents, ou tout simplement dans les fichiers téléchargés. Là, c'est vous qui avez la main. Une fois que ce document est enregistré sur votre PC, vous faites donc... Je refais toutes les étapes. Vous cliquez sur la liste des indicateurs. Ensuite le bouton Importer. Et là vous allez choisir sur votre PC là où se trouve l'indicateur ratio. D'accord? Et ensuite vous faites Open. Une fois que cela est fait, lorsque vous allez réouvrir la fenêtre des indicateurs, eh bien regardez, ratio est ici disponible. Donc voilà, moi j'ai l'indicateur ratio sur ma plateforme. Ensuite comment ça marche? Rappelez-vous, ratio c'est un actif A sur un actif B, un numérateur sur un dénominateur. L'actif A, c'est celui de votre fenêtre. Alors, regardez. Là, j'ai ouvert le graphique du Yucca Oil, du Brent. Cet actif-là, c'est l'actif A, celui du numérateur. Je lance mes indicateurs, je charge ratio,
Et dans les caractéristiques du ratio, ici c'est l'actif B. D'accord? Donc regardez, là je peux choisir tous ceux que je veux. Je peux mettre au dénominateur tout ce que je veux. Voilà, donc vous pouvez faire tous les ratios que vous voulez. Hein. Vous pouvez même faire CAC 40 sur euro-dollar, vous pouvez tout faire. Dow Jones sur S&P 500, vous pouvez faire Nasdaq sur S&P 500. Tenez, tiens, commençons par faire Brent sur WTI. Il faut que vous compreniez la logique, d'accord? C'est ça qui est majeur. Si vous ne comprenez pas la logique, c'est pas la peine d'utiliser un indicateur. Alors, là, je fais donc apparaître le ratio Brent sur WTI. Qu'est-ce que je vous ai expliqué tout à l'heure? Ce qui compte, c'est la direction de l'indicateur. Qu'est-ce que vous constatez? Depuis le 14 janvier, quelle est la tendance du ratio? Vous savez ce qu'est une tendance haussière, une succession de creux et de sommets ascendants. Vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que le ratio Brent sur WTI est haussier. Et il n'est pas haussier gentiment, il est fermement haussier. D'autre part, regardez, en pratiquant l'analyse technique, vous aviez ici la cassure d'une résistance, début février, sur le ratio Brent-WTI. Vous aviez donc un signal d'achat sur le ratio Brent-WTI, ce qui signifiait davantage de hausse du ratio Brent-WTI. Et rappelez-vous mon tableau synthétique, lorsque la courbe Brent-WTI est haussière, cela signifie que le Brent va surperformer le WTI. En clair, si vous privilégiez des stratégies d'achat, il faut non pas les pratiquer sur le WTI, mais plutôt aller les chercher sur le Brent. Et d'ailleurs, vous pouvez aujourd'hui observer que le WTI a plutôt malmené sa moyenne mobile à 20 jours, alors que le Brent, lui, en reste bien à l'écart. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le Brent tient son premier support ici à 58 $. Donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, intéressons-nous au marché action américain. Nous vous avons beaucoup répété chez DailyFX France que nous avions fait le choix du Nasdaq pour des stratégies positives sur les marchés actions américains. Je vais vous montrer la preuve formelle que le Nasdaq surperforme le SP 500. Comment je fais? Première étape, je vais sur la fenêtre du Nasdaq. Deuxième étape, je charge l'indicateur ratio. Troisième étape, je choisis le dénominateur, l'actif qui se trouve en bas dans la fraction. Je vais donc chercher ici le Dow Jones US 30. Donc je modifie un peu la couleur pour que ce soit attractif visuellement, parce que l'analyse technique c'est avant tout l'analyse visuelle. Et forcément, qu'est-ce que je dois constater? Une courbe ascendante. Et miracle, depuis le 6 février, et pas seulement, depuis le 15 janvier, mais notamment depuis le 6 février, quelle est la direction que prend le ratio Nasdaq 100 sur Dow Jones? C'est hyper haussier. Et lorsque vous pratiquez l'analyse technique sur le ratio Nasdaq 100 sur Dow Jones, vous aviez un signal d'achat qui était donné le 13 février. Donc, le 13 février, vous aviez un signal d'achat sur le ratio Nasdaq 100 Dow Jones qui vous indiquait noir sur blanc que le Nasdaq était le meilleur candidat pour les stratégies d'achat. Et en plus de ça, l'analyse technique propre à l'indice Nasdaq 100 donnait un signal d'achat majeur le 11 février et confirmé justement le 13 février par les nouveaux sommets historiques. En clair, le Nasdaq est en avance sur les autres indices, et si le Nasdaq fait des nouveaux sommets historiques, le SP500 fera des nouveaux sommets historiques, le Russell fera des nouveaux sommets historiques, le Dow Jones fera des nouveaux sommets historiques. Et d'ailleurs, vendredi dernier, le S&P 500 a fait des nouveaux sommets historiques. Donc, le ratio, c'est ça, la courbe de force relative, ça permet de d'une part déterminer ce qui surperforme ou ce qui sous-performe, et surtout de déterminer quel sera l'actif qui sera en avance sur l'autre. Au-delà de ça, si vous privilégiez des stratégies de vente, privilégiez les actifs qui sous-performent, et si vous privilégiez des stratégies d'achat, privilégiez les actifs qui surperforment. Alors, venons-en au vif du sujet. Vous l'avez compris, les actions européennes sont les actions les plus favorisées depuis le début de l'année. C'est quelque chose que vous avez compris, vous avez pu lire ça à droite à gauche. Tout le monde, dans le monde, a envie d'acheter des actions européennes. Bon, pour plein de raisons, je ne sais pas, l'euro faible, le quantitative easing, le prix du pétrole, les anticipations de croissance, etc., etc. Bref, on a l'impression que l'Europe, on se réveille et que finalement, il est temps peut-être de faire confiance à l'Europe. Bon, au-delà de ça, la vraie question, c'est quel est l'indice qui va avoir la meilleure performance en Europe?
Peut-être que tous les indices européens vont monter, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est d'être positionné sur celui qui va le plus monter. Et c'est justement là où l'indicateur technique ratio et où la courbe de force relative peut avoir un intérêt. Alors, l'idée c'est quoi? C'est comment construire ce ratio. Il y a un indice en Europe qui est très utilisé, qui représente un peu, je dirais, le positionnement général vis-à-vis des actions européennes, c'est l'indice Eurostoxx 50. Car pour construire un ratio et comparer à un actif plusieurs autres actifs, il faut choisir un référent. Alors, on va partir du principe que l'Eurostoxx 50 sera le référent. D'accord? Alors, ce qui signifie que vous pouvez justement construire des fractions entre l'Eurostoxx 50 et tous les autres indices européens. Vous pouvez faire CAC sur Eurostoxx 50, DAX sur Eurostoxx 50, IBEX sur Eurostoxx 50, MIB sur Eurostoxx 50, et vous positionnez sur l'actif dont la courbe de force relative vis-à-vis de l'Eurostoxx 50 aura la pente la plus haussière. Il se trouve que depuis le début de l'année, le DAX avait la meilleure courbe de force relative. Sans surprise, c'est d'ailleurs celui qui, au mois de janvier, a proposé le plus de performances. En partant du principe maintenant que vous cherchiez à rentrer davantage dans les détails, vous avez pu là aussi lire que le marché allait peut-être revenir en force sur des indices du sud de l'Europe. Alors, c'est pas péjoratif de dire ça, hein, sud de l'Europe, nord de l'Europe, peu importe. Nord de l'Europe, on n'a qu'à dire que c'est l'Allemagne, la France. Sud de l'Europe, on n'a qu'à dire que c'est les marchés actions italiens et espagnols, hein, pour les marchés importants. Là aussi, c'est pas péjoratif, un marché important en termes de taille, hein, de valorisation boursière. Alors, est-ce justifié de penser que, globalement, le MIB, par exemple, la bourse de Milan, va battre globalement la performance des actions européennes? Et bien pour ça, on peut étudier la courbe de force relative Eurostoxx 50 MIB ou MIB Eurostoxx 50. Il y a plusieurs façons de faire. Ce qui compte, c'est de comprendre comment ça marche. Si vous étudiez le ratio Eurostoxx 50 MIB, le MIB surperforme si la tendance du ratio Eurostoxx 50 MIB est baissière. Vous êtes d'accord? Si vous étudiez le ratio MIB sur Eurostoxx 50, le MIB surperforme si cette courbe a une pente ascendante. Alors on va tout construire depuis le début. Comment fait-on? Première étape, rappelez-vous, vous prenez le MIB. D'ailleurs, il a atteint beaucoup de mes objectifs. Alors, prenons le MIB. Première étape, voilà. Là, je suis sur le MIB qui est représenté ici par notre CFD ITA 40. Deuxième étape, vous chargez l'indicateur ratio. Troisième étape, vous allez choisir le dénominateur, donc là c'est l'Eurostoxx 50. En quatrième étape, pour un aspect visuel, vous pouvez en changer la couleur, l'épaisseur, tout ce que vous voulez. Et donc ici vous avez voilà, la représentation du ratio MIB sur Eurostoxx 50. Alors pendant très longtemps, entre avril 2014 et début janvier, le MIB sous-performait. Mais regardez ce qui s'est passé. Vous aviez ici une tendance baissière et vous avez clairement, depuis le début de l'année, et notamment depuis le mois de janvier, l'interruption de la dynamique baissière du ratio MIB Eurostoxx 50. Regardez, vous avez une cassure haussière qui est très nette, sur le ratio MIB Eurostoxx 50. Et on peut même parler d'une structure en épaule, tête, épaule inversée. Épaule, tête, épaule inversée sur le ratio MIB Eurostoxx 50. En clair, vous pouvez pratiquer l'analyse chartiste et moi je vous dis que, et c'est ce que je pense d'ailleurs depuis le début de l'année et c'est ce qui s'est confirmé, que le MIB va rattraper son retard et je pense que cette année le MIB va même franchir les sommets de 2014. Alors, il est aussi tout à fait possible que l'IBEX commence à rattraper son retard, c'est d'ailleurs ce qu'il commence à faire. Alors, tout à l'heure, je me suis justement penché sur l'étude de la courbe de force relative IBEX sur MIB. Vous avez sous les yeux le ratio IBEX sur MIB, donc ESP 35 sur ITA 40. Pour le moment, c'est une courbe baissière. Donc, pour le moment, l'IBEX fait moins bien que le MIB, mais attention, je suis en train de me demander si nous ne serions pas en train de construire une espèce de compression. En tout cas, je surveille le fait que ce ratio pourrait s'inverser. Et qu'à ce moment-là, en effet, le marché pourrait
à court terme, arbitrer peut-être et venir surpositionner sur les actions espagnoles qui ont jusqu'à présent plutôt sous-performé. En tout cas, voilà la meilleure façon d'utiliser les choses, cet indicateur, pardon, et vous pouvez aussi utiliser le ratio Gold SP500. Alors pourquoi vous ne pouvez pas étudier un ratio FTSE sur Eurostoxx 50? Alors, je vous pose la question. Pourquoi ne peut-on pas représenter le ratio FTSE sur Eurostoxx 50? Allez-y, répondez, hein, vous pouvez répondre dans la file commentaire. C'est une question que je pose pour voir si vous avez bien compris le principe des différents filtres. Il est impossible d'étudier un ratio FTSE 100 sur Eurostoxx 50. Si par exemple, vous voulez vous comparer les actions britanniques avec les actions de la zone euro. Alors, donc voilà, la réponse n'arrive pas. Rappelez-vous, pas comparer les choux et les carottes. Il est nécessaire de comparer deux actifs qui sont exprimés dans la même monnaie. En clair, le FTSE, c'est les actions qu'il compose sont calculées en livres, sont exprimées en livres sterling. Voilà, exactement. Flash cut, excellent, vous l'avez dit. Donc voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça, faites attention, hein, ne faites pas n'importe quel ratio, et vous ne pouvez pas. Alors par contre, ce qui serait possible, ce serait d'exprimer le FTSE en euros. Donc vous pouvez utiliser une paire de devises pour calculer justement le FTSE en euros, et une fois que vous avez exprimé le FTSE en euros, là vous pourrez faire un ratio avec l'Eurostoxx 50. Voilà. Donc disons qu'il y a une étape intermédiaire, puisqu'il faut absolument que tous ces actifs soient exprimés dans la même monnaie. Voilà donc pour la présentation, elle a duré 35 minutes. Maintenant je vais répondre à vos questions sur cet indicateur technique. Alors première question, bonsoir Lulu18, faut-il des sous-jacents qui appartiennent à la même famille? Alors pas forcément, enfin ça dépend ce que vous entendez par la même famille, mais on peut parfaitement comparer des classes d'actifs les unes avec les autres. Vous pouvez faire des ratios Dow Jones industriel sur Gold, l'once d'or sur le SP500, vous pouvez faire tout un tas de ratios. Vous pouvez très bien comparer le marché obligataire avec le marché action, donc faire un ratio avec un contrat de taux sur un indice boursier, pour essayer de comprendre les grands arbitrages qui se jouent chez les investisseurs. Deuxième question de Gilles69 à propos des actions, c'est pour quand? Alors, ce sera sur la plateforme TS2, Trading Station, celle que vous avez là sous les yeux, au premier semestre. Donc on est en plein cœur, hein, et c'est imminent, hein, ça arrivera tout ça avant l'été. Hein. Alors, visiteur, deuxième question, est-ce que nous pouvons installer l'indicateur ratio sur MetaTrader 4? Alors là, celui-ci fonctionne sur la plateforme MarketScope. Alors, je vois qu'il y a beaucoup... Les questions sur MetaTrader 4, d'ailleurs, je vous rappelle que cette semaine, nous organisons justement un webinaire hein, sur cet indicateur MetaTrader 4. Alors, bonjour Joseph, does it stand itself? Alors, est-ce que... bonjour Joseph, doit-on accompagner cet indicateur d'autres indicateurs? Forcément, c'est pas un indicateur qui se suffit à lui-même. C'est un indicateur parmi d'autres. C'est pas réellement un indicateur en fait, on travaille plus sur ce concept de sur et sous-performance. C'est pas un indicateur technique au sens du momentum, c'est autre chose. C'est le principe pur de comportement relatif. J'aurais pas dû appeler ça un indicateur, c'est un abus de langage de ma part je pense. Donc en effet, ce n'est pas la même monnaie, voilà, excellent, vous aviez tous donné la réponse. Alors, donc Joseph, je vous ai répondu. Voilà, moi je pense que de toute façon, lorsqu'on a une méthodologie de trading, il faut faire son choix d'indicateur. Et lorsque vous avez fait vos choix d'indicateurs, il faut surtout savoir comment ça marche. Moi, par exemple, dans les indicateurs que j'utilise, j'en utilise pas beaucoup. J'utilise le RSI, peut-être éventuellement le Disparity Index, les moyennes mobiles, parfois d'autres. Et puis j'utilise aussi le ratio. Et puis voilà, concrètement, j'utilise pas beaucoup de... chacun ses indicateurs en fait. Non, il n'y a pas d'horizon de temps particulier, tout dépend de votre horizon de temps à vous. Alors, tout dépend finalement voilà, de votre horizon de temps à vous. Alors, comment exprimer le FTSE en euros? Bien, vous avez pour ça à votre disposition la paire euro-GBP. C'est comme ça que vous allez exprimer le FTSE en euros, hein, tout simplement. Vous devez utiliser justement dans le cadre d'une fraction le cross euro-GBP.
ce qui vous permettra d'exprimer justement le FTSE en euros. Donc d'une certaine façon, pour exprimer le FTSE en euros, il faut aussi construire un ratio. Alors, vous n'avez pas la possibilité de faire ça, vous pouvez le faire sur la plateforme. Là, vous pouvez très bien construire un ratio en prenant le FTSE avec la paire euro-GBP. Il y a une possibilité de travailler comme ça. Mais si ensuite vous voulez faire un ratio de ratio, il va falloir par contre là utiliser l'outil graphique partenaire TradingView, où vous avez la possibilité de faire des ratios de ratio. Mais là, en l'état, sur MarketScope 2.0, vous ne pouvez pas construire de ratio de ratio. Voilà, impeccable Joseph, vous avez compris. Est-ce plus compliqué avec les devises? Bah écoutez, avec les devises, c'est pas compliqué, dans le sens où une devise, c'est un ratio. Donc c'est le même principe. Voilà, donc je pense avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Je vous rappelle que pour davantage d'informations, vous avez donc sur notre forum cette section-là. Je vous en redonne le lien, avec toutes les explications sur les tenants et les aboutissants du ratio, de la courbe de force relative. Regardez, vous aviez d'ailleurs une capture d'écran qui avait été faite par Adrian, justement sur le ratio Gold Dow Jones à l'époque, avec une ligne de tendance haussière de long terme qui fonctionnait bien sur ce ratio. Donc voilà, on peut tout à fait les faire sur des classes d'actifs différentes, pour prendre un peu conscience des grands arbitrages de marché. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Il a été enregistré, donc vous le retrouverez sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Et donc le prochain webinaire a lieu demain à 9h15, l'émission Good Morning CAC 40. Merci à toutes et à tous.